Voilà. Donc Fabien, toi, tu voulais parler de pop philo, enfin tu voulais parler, je t'ai demandé aussi d'intervenir. Bah, c'est là-dessus que je travaille pas mal en ce moment pour sciences humaines parce que je crois qu'on a déjà un petit peu parlé donc en ce moment il y a une refonte un petit peu du magazine, création de nouvelles rubriques et notamment il y aura une petite chronique qui sera consacrée à la pop philo. Alors la pop philo à l'origine c'est quoi? Et pas que la pop philo d'ailleurs, je vais y revenir. À l'origine c'est quoi? C'est tout simplement faire un peu une espèce d'analyse philosophique ou interprétation philosophique de films, de blockbusters, de séries télé, de bandes dessinées. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, on va dire, entre 2005 et 2015 notamment. Il y a eu une grosse période à ce moment-là. Et donc c'est un concept qu'on va reprendre. On n'est pas du tout les premiers à le faire, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et par contre, on va l'élargir un petit peu au-delà de la philosophie, ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est-à-dire que on n'hésitera pas à analyser donc des films, des séries, des BD, des mangas, des jeux vidéo, ce que vous voulez, à l'aune de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie. Et même aussi, pourquoi pas de la physique ou de la biologie. Enfin voilà, on va vraiment élargir, on va faire de la pop science ou pop recherche au sens large. Ok, donc on va croiser les disciplines académiques avec des objets plus pop, de la pop culture. Donc tu as des Ouais, issu de exemples? la pop culture. Oui, oui, il y a plein d'exemples. Tiens, j'aurais peut-être dû en préparer un. Bah, je peux donner celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Ouais. Je travaille là sur la saga cinématographique Rocky, donc les films Rocky, les films du boxeur Rocky, parce qu'il y a un petit livre absolument passionnant qui est sorti. Je vais vous le montrer. Ça a été écrit par le sociologue Loïc Artiaga. Donc, ça s'appelle Rocky, la revanche rêvée des Blancs. Et en fait, c'est une analyse sociologique et politique de donc la saga cinématographique Rocky, avec tous ses dérivés et toutes ses suites, et qu'il analyse à l'aune de l'histoire de la boxe aux États-Unis, de la représentation qu'on a été donnée dans les films, et aussi donc de la place des Afro-Américains dans cette histoire, et à la façon dont ils sont représentés dans les films, c'est absolument passionnant. Donc voilà, par exemple, ça va être typiquement le genre de livre qu'on va traiter. Alors ben, je peux donner quelques exemples. Je vais vous montrer ce sur quoi je suis en train de bosser. Donc ça, c'est sûr que je vais le traiter. Mais Ok. dans ce que je regarde, par exemple, il y a Philosophie politique du western. Alors je sais pas si c'est bien, pour être honnête. C'est un livre qu'on a reçu à la rédaction. On voit pas les couves parce que je pense que tu as mis une option pour flouter ton arrière-plan. Et Ah, du coup, ok. ça floute le bouquin en même temps. D'accord. Alors attends, je vais essayer de retirer cette option tout de suite. Hop. Voilà. Je pense qu'il l'assimile à l'arrière-plan. Voilà. Donc Mince. Ben, on là, voit tu vois toujours quelque pas. chose? Essaye de le mettre là où t'es, toi, voir s'il fait une mise au point par-dessus ton visage. Ah, là, on le voit. Ah non, Ok, bah, quoique, je vais non, cacher ma ça tête marche alors. plus. Donc, philosophie politique du western. Donc, je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est une collection dirigée par Jocelyn Benoît, qui est un philosophe à Paris 1, qui travaille beaucoup avec Sandra Logier, notamment, une autre philosophe, Ok. un peu dans le sillon de Sandra Logier. C'est une spécialiste de Stanley Cavell, donc qui travaille beaucoup sur les essais, les cinémas, les films hollywoodiens, en fait, Hmm. et un petit peu donc les analyses qu'on peut en faire en termes de philosophie éthique, notamment d'analyse des pratiques ordinaires. Donc là, un bouquin sur le western. Voilà, quelles leçons un peu philosophiques on peut tirer du western, ça, c'est un sujet qui peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai reçu? Tintin au pays du mal. Ok. Donc ça, pareil, je ne l'ai pas encore regardé, mais je suis très intrigué parce que c'est un petit peu une analyse visiblement éthique, une analyse de l'éthique épousée par Tintin. Alors c'est marrant parce que Tintin, c'est un personnage qui est, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est un personnage qui est un peu une coquille vide. Il a été pensé comme ça. C'est un personnage qui est fait pour qu'on puisse un maximum se projeter devant. Hergé Ouais. lui-même le disait, hein. C'est fait pour que le lecteur se mette à la place de Tintin. Du coup, sur un plan moral, sur un plan politique, c'est très difficile de dire ce que pense Tintin. Et cet essai, visiblement, propose de nous présenter ce qui est la morale un petit peu cachée, un petit peu Ah, c'est pas mystérieuse du évident. personnage de Tintin. Donc Hmm. ça, ouais, j'ai très hâte de le lire pour voir si donc ça peut être traité dans le cadre des autres rubriques. Et le dernier que j'ai reçu il y a un moment déjà, mais que j'ai vraiment très hâte de lire, c'est celui-ci, Le Trône de fer et les sciences. Donc, c'est une analyse, c'est un ensemble d'articles sur la série Game of Thrones, évidemment, avec des anthropologues, des linguistes, des philosophes. Il y a Yann Leroux aussi, d'ailleurs, dedans, que tu as reçu Ouais, qui était là il il y y a a deux deux semaines. semaines. Hmm, C'est c'est ça, ouais. ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme article dedans, mais
Mais voilà, beaucoup de chercheurs, donc en psychologie, en histoire, en anthropologie, en sciences du langage, qui se sont réunis et qui ont pris la série Game of Thrones comme objet d'étude et qui ont essayé de voir ce qu'on pouvait en tirer. Donc voilà, c'est typiquement le genre de livre que je suis en train de regarder pour voir comment est-ce qu'on pourrait alimenter cette rubrique consacrée, donc pas à la pop philo, mais en fait c'est une rubrique culture pop au final. Ok. Ouais, Cléora, Game of Thrones et les sciences, sympa. C'est vrai que ça a l'air bien. Ce bouquin, il est édité chez qui? Parce qu'on voit pas très bien la couve. Belin, Malheureusement, ça a pas bien marché là. C'est un bouquin qui vient d'où? chez Belin, maison d'édition Chez Belin. Je pense Belin. qu'il est déjà sorti, hein, parce Je que peux ça fait un peut-être vous moment le que je l'ai trouver. reçu. Ah non, il est Ça, sorti en novembre, ça s'appelle novembre comment? 2021. Le trône de fer et les sciences. Le trône de fer et les sciences. Ouais. Si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, la liste d'auteurs fait très très envie, hein. Donc, il y a Jean-Paul Il y a des Demoule, gens que tu connais, Frédéric. ouais. Bah, Frédéric Landragin, par exemple, c'est un linguiste qui a fait pas mal qui a fait un livre sur les langages dans les fictions. Tu sais, quand on entend dans Game of Thrones, c'est par exemple le Dothraki, mais quand on entend aussi des extraterrestres parler dans Star Wars ou Ouais. des choses comme ça, il a beaucoup analysé la façon dont le cinéma inventait des langues exotiques, extraterrestres. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'on peut faire effectivement de vraies analyses linguistiques de ces langues. Et donc, j'ai assez hâte de le lire. Donc, voilà, dans les auteurs que je connais, Jean-Paul Demoule, je l'avais interviewé il y a quelques temps sur l'histoire longue, quoi, l'histoire sur la révolution agricole, notamment l'apparition de l'agriculture dans nos sociétés. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant parce que Game of Thrones, c'est une société euh, qui est effectivement un peu comme bloquée entre l'Antiquité et le Moyen Âge. C'est ça que, d'ailleurs, j'avais lu une fois une analyse, je crois que c'était d'un historien qui expliquait pourquoi cette société semblait bloquée dans le Moyen Âge et il faisait toute une analyse autour du rôle des dragons dans Game of Thrones, parce que du coup, dans Game of Thrones, il y a des dragons. Et il expliquait par exemple que s'il y a des dragons, ça rend les châteaux forts un petit peu inefficaces. Parce En que les effet. dragons détruisent facilement les châteaux forts. Et donc, si les châteaux forts sont inefficaces, ça bloque la constitution de puissances régionales importantes, parce que Hmm. les châteaux et les puissances sont régulièrement détruites par des gens qui les attaquent avec leurs dragons. Et il expliquait comme ça que ça pouvait être une explication possible du fait que la société semblait comme bloquée au début du Moyen Âge, quoi. Donc voilà, c'est typiquement ce D'accord, genre c'est marrant. d'analyse voilà, dont j'aimerais parler dans cette rubrique. Et pour donner des exemples un peu hors sciences humaines, j'en avais vu deux qui m'avaient beaucoup fait rire. Le premier, c'était dans Star Wars. Des ingénieurs s'étaient demandé si on pouvait fabriquer l'étoile de la mort et combien ça coûterait. Donc l'étoile de la mort, c'est cette espèce de station spatiale de la taille d'une petite lune. Et ils ont fait tout un calcul en voyant un peu les matériaux qui seraient nécessaires, quelle quantité il en faudrait, et puis quelle technologie il faudrait essayer de développer pour que le truc tienne en orbite. Donc rien que les matériaux, ça coûtait incroyablement cher. Ça doit coûter une blinde, Et ouais. puis des fois, on trouve aussi des trucs. Par exemple, j'avais vu un article de physicien qui avait regardé les films Batman. Et tu vois, Batman, quand il saute avec son grappin d'un immeuble à l'autre, dans les films de Christopher Nolan notamment, Hmm. quand il arrive sur le toit de l'immeuble, en général, il vole un petit peu avec sa cape et il atterrit en faisant une petite roulade. Et ils ont calculé, en fait, ils se sont demandé est-ce que c'est possible physiquement. Et ils ont calculé un peu la vitesse à laquelle Batman était vraisemblablement en train de tomber quand il arrivait, même avec sa cape. Ils ont calculé comment sa cape pouvait ralentir ou amortir la chute et à quelle vitesse il arrivait sur le toit et donc s'il pouvait faire sa roulade. La moralité, de mémoire, hein, c'était qu'il arrivait vraisemblablement à une vitesse proche de 80 km/h et que sa roulade, elle se passerait pas aussi bien que Ouais, ça c'est dans pas la vraie mal, hein. vie. D'arriver à faire une Que roulade à 80 km/h. vraisemblablement, il s'écraserait bien, bien fort contre le truc. Après, on peut toujours imaginer que Il il a a une cape amortisseuse. voilà, il a une cape amortissable et un costume qui amortit C'est un petit ça, peu en les fait. chocs avec une Ouais, c'est le technologie qui costume du n'existe pas. super-héros. Moi, je vous Voilà. ai mis le lien vers le bouquin sur le trône de fer dans le chat si vous voulez. Moi, par rapport à tout ça, j'avais quand même une question, Fabien. Déjà, est-ce que c'est une discipline, la philo, la pop philo, enfin la philo qui a un rapport avec la culture populaire? Est-ce que c'est une sous-discipline de la philosophie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recherches, un champ de recherche particulier qui est dédié? Alors, en France, pas beaucoup. Je veux dire, d'un champ de recherche à l'université. Alors, il y a une activité éditoriale. Je pense il y a la collection Perspective critique au PUF, par exemple, dirigée par Laurent Sutter, qui a sorti un petit bouquin qui s'appelle Qu'est-ce que la pop philosophie, que je recommande pour une introduction à ce thème. Euh,
Il y a beaucoup de livres qui sortent. Du côté de l'université, à ma connaissance, il y a quand même pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses qui se font autour de Sandra Logier et Jocelyn Benoît, dont je parlais tout à l'heure, qui sont dans une approche assez particulière parce ils sont beaucoup dans le sillon de Stanley Cavell. Stanley Cavell, c'est un philosophe américain qui a beaucoup travaillé sur le cinéma hollywoodien, sur les comédies hollywoodiennes, sur la comédie musicale, sur les films populaires. Et, euh, et qui faisait à partir de là une analyse de la pratique ordinaire. Donc ça peut être assimilé à de la pop philosophie, mais c'est quand même une approche plus précise que ça, j'ai envie de dire. Hmm. Après, il y a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup plutôt aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les cultural studies. Donc ça va être des études d'objets culturels. Et là, on va avoir quand même des recherches, en tout cas des travaux, des colloques autour de choses comme la série Buffy contre les vampires. Il y avait eu plein de trucs pendant un moment. Ah ouais. Il y avait eu des icônes un peu pop comme Madonna ou Beyoncé, je crois, ou Britney Spears qui ont été un petit peu étudiées. Voilà, à chaque fois, ça se sous-divise en studies particulières. On parlait des Buffy studies ou des Madonna studies ou Wow, ce ok. genre de choses. Après, voilà, il suffit de 5 chercheurs qui décident de se C'est mettre ça. ensemble dans un projet de recherche et de faire un petit truc d'organiser un colloque par rapport à ça, quoi. Hmm. Voilà, et puis sinon, au niveau des bouquins. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un petit article dans Sciences Humaines, parce qu'on ne pourra pas parler de tout là, mais qui s'appelle Pop Philosophon, je crois, Que j'ai euh, juste là. il Ah, y a, il y a 5 ans, où je raconte un petit peu la genèse et puis je renvoie un petit peu aux auteurs qui ont travaillé sur le sujet. Donc, par exemple, il y a un auteur que je trouve intéressant, qui est essayiste plutôt, qui s'appelle Richard Memto, qui a sorti un bouquin, donc qui est philosophe, prof oui. de philosophie, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Pop Culture, qui est, euh, qui est vraiment une bonne introduction aussi à ce que peut être une analyse philosophique d'objets pop culturels. Après, il y avait eu d'autres choses. Par exemple, Alain Badiou avait participé à un bouquin sur Matrix, sur la série de films Matrix. D'ailleurs, donc il y a la trilogie Matrix, il y a un quatrième volet qui va bientôt sortir d'ailleurs. Ça, c'était vers 2005. Et c'était vraiment aussi un ouvrage qui avait un peu lancé la vague. Et en même temps, le film s'y prêtait parfaitement parce que, on pourra en parler si vous voulez, mais dans le premier film Matrix, il y a une somme d'allusions à la République de Platon qui est absolument monstrueuse, quoi. Enfin, Ah il ouais. y a presque des citations directes des fois. Oui, au fameux mythe de la caverne, donc cette idée que les hommes seraient comme enfermés dans une caverne d'illusions et que le philosophe serait celui qui est sorti de la caverne et qui ensuite retourne dans la caverne et essaye de les arracher à ce monde illusoire. Si vous avez vu Matrix, ça doit C'est le même vous évoquer principe. des petites choses. Ouais. Et Ouais. vraiment, et des fois, il y a des choses qui sont presque des citations dans le film. Il y a des illusions extrêmement directes. Et du coup, Alain Badiou, qui est un spécialiste de Platon, et qui est philosophe et spécialiste de Platon, entre autres, avait fait avec d'autres, je ne me souviens plus qui étaient ses co-auteurs, un livre qui s'appelait Matrix, Machine philosophique, et qui a lancé un petit peu aussi ce courant de pop philosophie en France en tout cas. Après, le véritable inspirateur de ce qu'on appelle la pop philosophie, celui qui a inventé l'expression, en fait, c'est le philosophe Gilles Deleuze. Ok. Ça, pareil, j'en parle dans l'article auquel on a renvoyé. Ouais. Je crois que c'était dans les années 70 de mémoire, où il appelait de ses Bon. voeux une pop philosophie. Alors, il disait en gros qu'il rêvait d'un discours philosophique ou d'une forme d'écriture philosophique qui ressemble à un concert de Bob Dylan. C'était sa comparaison. C'est-à-dire quelque chose qui s'éloigne un peu des canons universitaires voilà, et des petits plans assez typiques qu'on doit suivre quand on écrit pour une revue scientifique ou une revue universitaire Hmm. et voilà, et qui soit un peu électrisante. Il parlait de quelque chose d'électrisant, quelque chose de très emballant pour le plus grand nombre. Mais dans Et le fond, c'est l'idée de... Fabien, dans le fond, c'est l'idée de faire la même philosophie, mais en s'adressant pas aux mêmes personnes et en parlant différemment, c'est ça? ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça l'idée. Et Donc c'est une lui-même a forme essayé de le de, faire. c'est une forme de vulgarisation? Je sais pas s'il l'aurait présenté comme ça. C'est un peu ça, oui. Si on se dit que vulgariser, c'est vouloir parler au plus grand nombre, je pense qu'on peut le présenter comme ça. Je pense que Deleuze ne l'aurait pas présenté comme ça parce que dans vulgariser, il y a l'idée un peu de simplifier quand même implicitement. Et Deleuze était très hostile à toute forme de simplification. Il pensait qu'on pouvait vulgariser sans simplifier.
Après, lui, il a tenté de le faire, notamment avec deux ouvrages qui ont beaucoup marqué l'imaginaire à l'époque. C'était L'Anti-Oedipe et Mille Plateaux, qui sont les deux tomes d'un ensemble qui s'appelle Capitalisme et schizophrénie. Ouais, Après, je sais pas si c'est hyper accessible, hein. ah Pour non, avoir c'est lu extrêmement l'anti-Oedipe, difficile à c'est lire. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est très, très difficile à lire. le Et langage est d'ailleurs, il hyper a reconnu compliqué, hein. lui-même que c'était un échec, en fait, qu'il n'avait pas Ouais, réussi, qu'il n'avait pas trouvé la forme qui lui plaisait. Par contre, je pense que ce qu'il a fait, par exemple, dans L'Abécédaire, qui est un film documentaire avec Claire Parnet, ou dans des entretiens où il avait une parole un petit peu plus libre, je pense qu'il était finalement plus proche de cette pop philosophie qu'il appelait de ses voeux et sur laquelle lui-même reconnaît ne pas avoir réussi à bien écrire. Après, voilà, il y a eu plein de formes différentes qui se sont développées par la suite. Ça va de la vulgarisation vraiment très pédagogique. Je pense à des livres de Thibaut Saint-Maurice qui a beaucoup contribué aussi à lancer la tendance éditoriale en France. Ça s'appelait Philosophie des séries télé. C'est deux tomes qui étaient parus et c'était vraiment ok. super parce qu'il prenait des séries télé comme Doctor House, comme Prison Break ou Lost ou des choses comme ça et il les utilisait pour expliquer un concept, une notion philosophique ou la thèse d'un auteur comme Descartes, Kant ou n'importe. En fait, c'était à la base un truc qu'il faisait en cours avec ses élèves de terminale pour un petit peu les intéresser. Et il en a fait des livres. Et là, on est vraiment Ok. dans de la vulgarisation très pédagogique. Et puis, il y en a d'autres. Donc, ça va être plus, par exemple, quelqu'un comme Laurent de Sutter ou je pense à Richard Memto aussi, qui, eux, vont vraiment vouloir partir des objets pop culturels, partir du film, partir d'une série, partir d'une bande dessinée pour essayer d'en tirer une réflexion originale qui ne se réfère pas forcément à des auteurs classiques ou ce genre de choses. C'est un peu les deux grandes écoles qu'on va retrouver aujourd'hui autour de la pop philosophie. Donc soit en gros la culture populaire est un prétexte pour parler de la culture classique, Ouais, comme par exemple l'histoire d'Alain Badiou et de Matrix. On utilise Matrix pour parler de Platon. ouais. Soit ça me fait un peu penser à ce que tu disais sur le bouquin sur Tintin. Le bouquin sur Tintin, on a l'impression que le philosophe, il n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on peut retrouver comme culture classique dedans, mais plutôt on peut chercher quelle philosophie est véhiculée par Tintin, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment ça l'idée. Ok, Ouais. Après, j'ai pas encore lu le bouquin sur Tintin, donc je vais pas en parler. ok. Euh, alors du coup, il y a aussi une question qui me vient par rapport à ça, c'est est-ce que pour faire de la philo sur du matériau comme ça, un peu populaire, est-ce que ça oblige pas un peu à, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais à déformer la discipline pour la faire rentrer dans le moule de la pop culture, quoi? Est-ce que c'est pas un peu artificiel? Bah, ça peut l'être. De toute façon, quand on prend des exemples, euh, alors si on prend le premier truc de utiliser la pop culture comme introduction à des classiques, Ouais. ça veut dire qu'on prend des exemples qui ne sont pas présents chez les auteurs eux-mêmes. Donc, il y a un risque de déformation, évidemment. Mm. Mais si on le fait bien, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas parce que en fait les philosophes quand ils sont intéressants ils ont quand même parlé de choses qui sont un petit peu fondamentales dans le comportement humain dans sa façon de raisonner dans sa façon d'avoir des idées Ouais. et ces choses un peu fondamentales on peut les retrouver dans des films ou dans des séries assez facilement. Pour un exemple que je prends souvent parce qu'il est très clair si vous prenez la figure du ressentiment chez Nietzsche. Donc cette idée qu'on ne digère pas quelque chose et qu'on s'enferme dans une espèce de vengeance infinie, enfin je le dis trop vite là, mais bref, c'est assez évident que la figure de Batman incarne parfaitement cette idée, enfin incarne assez vraiment bien cette idée, est une bonne illustration à ce que Nietzsche décrit comme étant du ressentiment. Euh, Est-ce que tu Après, peux voilà. expliquer pour Là, attends, j'aurais un petit tu peu de mal spontanément. J'avais bossé dessus il y a quelques années, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais ok, là, j'ai plus tout à fait le truc en tête. Je préfère éviter, je risque de dire des bêtises. d'accord. Mais voilà, je me souviens que ça fonctionnait bien, en tout cas, quand j'avais bossé dessus à D'accord, l'époque. ok. Mais excuse-moi Fabien, est-ce que si on se faisait un peu l'avocat du diable, on pourrait dire finalement on va simplifier une pensée en la faisant coller comme ça à un personnage un petit peu caricatural et on va pas rentrer peut-être dans la subtilité d'une pensée très longue, construite. Si la personne met 100 pages pour développer un concept, c'est qu'elle a besoin de 100 pages pour le dire. Et Mm. est-ce qu'en simplifiant trop, on va pas un petit peu trahir la pensée d'origine? Bah Je après, sais pas si c'est une bonne question, hein, si, après, le but, c'est effectivement, c'est jamais de s'en tenir à de toute façon, le but, c'est jamais de s'en tenir à un exemple, en fait.
quand tu t'appuies sur la pop culture, que tu la prends comme exemple ou comme illustration, bah, le but à un moment, c'est d'aller au-delà aussi de cet objet et de poursuivre avec d'autres exemples, de généraliser un petit peu, et puis de défendre une thèse, de présenter une réflexion. Donc, Et quand on d'ailleurs, parle c'est accueilli comment dans le milieu de la philosophie? Est-ce qu'il y a une hostilité à des la pop deux, ça philo ou c'est dépend. plutôt bien accepté? Non, globalement, je pense que c'est plutôt bien accepté, parce que déjà, c'est bête, mais tous les philosophes, sauf rares exceptions, par exemple ceux qui sont vraiment dans les centres de recherche, sont amenés à donner des cours à des étudiants parfois très jeunes, de 18 ans ou des terminales. Et du coup, ils comprennent, eux-mêmes utilisent des exemples en cours, eux-mêmes vont des fois chercher des exemples un petit peu amusants pour capter l'attention de leurs élèves en cours. Et ils comprennent l'intérêt d'avoir un outil pédagogique comme celui-ci. Hmm. Après, l'analyse vraiment philosophique qui se base sur la pop culture, ça à la limite, ça fait peut-être ça crée peut-être plus de dissensions, je pense. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont dire on ferait mieux quand même de s'occuper de sujets proprement politiques, de grands sujets de société d'aujourd'hui, plutôt que d'analyser la pop culture. Donc voilà, on va retrouver un petit peu ces deux tendances-là, quoi. D'accord. Ok. Puis voilà, Bon, en il y tout a cas, aussi. ça fera une page, je pense, amusante à lire dans Sciences humaines à partir du mois prochain. Hmm. Bah, C'est j'espère. ça. Merci les Arabes Ah, pour c'était le pas du tout follow. pour. Je voulais pas te couper, c'était Non, t'inquiète. pour dire que justement, on allait dans le journal, on peut parler à la fois de concepts philosophiques plus complexes, avoir une page pop philo, et les deux sont pas du tout C'est incompatibles, pas quoi. incompatible, c'est ça. Moi, ça ne nous empêche pas d'avoir un entretien de 6 pages à côté avec un grand philosophe contemporain qui nous présente son travail sans forcément que ce soit immédiatement facile d'accès, enfin, où ça demande une petite entrée dans la lecture. Ok. Est-ce que tu Moi, j'ai. as... Vas-y, vas-y Pardon. Hélène, je t'en prie. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des domaines de la philosophie qui se prêtent plus facilement à ça? Par exemple, je pense à la philosophie des sciences que tu connais bien. Est-ce qu'il y a une sorte de pop philo des sciences? Bah, il y a une sorte de pop philo des sciences autour de l'analyse des objets et qui va être plus scientifique que philosophie des sciences en fait. Ça va être des physiciens, des biologistes, des personnes comme ça. La philosophie des sciences illustrée. Alors, s'il y aurait peut-être un exemple, mais je ne sais pas si c'est de la philosophie des sciences. Je pense au film Premier Contact de Denis Villeneuve. Mais c'est plus des sciences du langage en fait. Donc dans ce film, des extraterrestres arrivent sur Terre et le gouvernement américain recrute une linguiste pour essayer de communiquer avec eux parce qu'ils parlent une langue qui ne ressemble absolument rien de ce qu'on connaît sur Terre comme langue vivante ou même langue morte. Et du coup, ils vont chercher une linguiste pour trouver comment est-ce qu'on va trouver un langage commun en fait pour pouvoir échanger quoi. Et c'est une bonne introduction aux sciences du langage, vraiment. Enfin, je connais des linguistes qui l'utilisent en cours dans des cours sur Chomsky D'accord. ou sur les langues du monde. Mais on n'est pas vraiment dans la philosophie des sciences. Je pense que pour répondre à ta question, je pense que tous les sujets un peu méta, c'est-à-dire les sujets de philosophie sur la philosophie ou les sujets sur l'histoire de l'histoire ou ce genre de choses, non, pour le coup, ça s'y prête assez peu. Encore que, tu vois, si t'imagines, par exemple, tu prends une série télé, un film ou une BD ou même un roman où, par exemple, quelqu'un raconte l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire. Ce qui arrive, ce qui est un format narratif qu'on va pouvoir retrouver, c'est bêtement, tout bêtement celui des Mille et une nuits, par exemple, ou, euh, ou, tu vois, ou de Proust, puisque là, dans le centenaire de Proust, on va beaucoup en parler. Il y a Il y aussi, a un jeu sur. Ouais. je profite pour faire la pub d'une série sympa, il y a aussi The Haunting of Bly Manor, qui est aussi une histoire un peu... C'est une série plus ou moins d'horreur avec une personne qui commence par parler dans une soirée où on a un feu de cheminée et qui commence à raconter le truc. C'est très bien. Voilà, D'accord. Bah, je pense juste qu'en pour partant d'un l'anecdote. exemple comme ça, on peut peut-être expliquer pourquoi, par exemple, en histoire, enfin tu connais ça mieux que moi, Hélène, mais pourquoi en histoire, on va être beaucoup, la reconstitution de récits historiques va souvent se retrouver confrontée à ce genre de choses, où finalement on reconstitue une histoire à partir d'une histoire qui a elle-même été racontée auparavant. Tu vois, Mm. on peut faire ce genre de pont. Peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir retrouver quelque chose qui s'approche de la philosophie ou sociologie des sciences. Mais moi, sur tout ce qui est sciences
Je vais quand même plutôt chercher des physiciens ou des biologistes ou des économistes aussi, par exemple, pour analyser des scènes de films. J'ai vu encore une physicienne qui analysait, par exemple, l'antagoniste principal, le méchant dans les films Marvel, jusque-là, qui s'appelait Thanos. Alors, il faut savoir que dans le film, Thanos, à un moment, claque des doigts, donc ce méchant, et ce claquement de doigts a des conséquences absolument terribles. C'est vraiment quelque chose de très, très important dans l'histoire du film. Parce qu'en fait, ça annihile la moitié des êtres vivants dans tout l'univers. Et en fait, cette physicienne est une spécialiste du claquement de doigts. Elle fait sa thèse là-dessus parce qu'apparemment, c'est un objet assez fascinant, parce qu'il faut une pression très particulière. Il y a très peu, je crois qu'il n'y a que des humains qui sont capables de faire ce geste. Et en fait, elle analyse que le claquement de doigts qui est fait en CGI, en 3 dimensions numériques, parce que c'est pas un vrai personnage, euh, est mal fait, en fait. Parce qu'elle dit, compte tenu de la position des doigts, etc., il Ça ne peut pas pourrait pas claquer. obtenir, ça ne pourrait pas claquer. Donc Aïe, aïe, voilà, aïe. mais c'est des choses intéressantes parce qu'on apprend des choses, des petites choses sur justement l'inertie, sur la force nécessaire, sur la spécificité de ce geste aussi. Et toujours pour rester dans le même fil, plus biologique cette fois. Donc, ce claquement de doigts dans les films de super-héros Marvel a pour conséquence l'annihilation de la moitié des êtres vivants dans tout l'univers. Et en fait, il y a des biologistes de l'évolution qui, du coup, ont commenté ce film en disant, mais qu'est-ce qui se passerait réellement si la moitié des formes de vie disparaissaient dans tout l'univers, enfin sur Terre, ils s'en tiennent à la Terre, et ils expliquent un peu quelles espèces en souffriraient le plus, quelles espèces en souffriraient le moins, combien de temps mettrait la population à se reconstituer. Très peu de temps, en réalité, c'était un peu la grosse Ah ouais? surprise. Enfin, ouais, 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 a priori, j'avais lu que c'était entre 50 et 70 ans pour reconstituer la Ah, population c'est pas initiale. beaucoup, hein. Parce qu'il y a des phénomènes un peu comme ce qu'on appelait le baby boom, tu vois, au Ouais, sortir des guerres, ça il y a des compense. phénomènes de repopulation qui sont extrêmement rapides en fait. D'accord. Et, Et même pour les autres êtres vivants, ça marcherait aussi, ça. alors, ça dépend de la taille de l'espèce, de ce que j'ai compris, et de sa position un petit peu dans la chaîne alimentaire, en gros, quoi. C'est-à-dire que les Ouais. espèces les plus petites et qui ont les temps de reproduction les plus longs, en gros, étaient très désavantagées. Ah bah oui, Alors que les forcément. espèces un peu dominantes et avec des taux de reproduction assez rapides étaient plutôt avantagées. C'était en gros ce que j'en avais retenu. Mais voilà, c'est le genre de choses aussi qu'on pourra raconter dans cet espace. Ah, c'est marrant. Et si dans le chat, il y a des sujets voilà, des séries télé, des films que vous aimez, et vous dites, mais je suis sûr qu'il y a historiquement, philosophiquement, psychologiquement, il y a des choses à raconter. J'aimerais comprendre un petit peu quelle est la toile de fond sciences humaines de ce film, de cette série. Bah, dites-le nous maintenant ou écrivez-nous. Nous, on regardera tout ça avec plaisir pour voir si effectivement on trouve des auteurs, parce que je vais m'appuyer sur des chercheurs globalement qui pourraient nous en parler et nous apporter un éclairage. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a un film, une série, une BD, un bouquin que t'aimes bien et pour lequel il y a une analyse assez fournie en pop philo? Ouais, il y en a pas. Bah, Matrix, c'était pas mal, effectivement. T'aimes bien Matrix, Les toi? Sta- Ouais, les Star Wars. Ouais, Matrix, j'aime beaucoup. J'attends le quatrième volet avec impatience et anxiété. J'espère que ça va être bien. Bon, Star Wars, évidemment, il y a plein plein de choses. Ça fonctionne très très bien et ça a été fait. Je crois que c'était quand la nouvelle trilogie est sortie, il y a eu un phénomène éditorial qui était absolument incroyable. Il y a eu plein À plein cause de bouquins de de la philo philo. des Jedi, c'est ça? Ouais, la philo des Yoda, Jedi. le petit philosophe. Et puis la vision aussi de la technologie, la Ouais. vision de la science-fiction s'y prête bien, hein, globalement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Dans les choses un petit peu récentes, le film de Denis Villeneuve, qui est une adaptation donc de la saga romanesque de Frank Herbert et puis maintenant de ses fils et de sa famille. Hmm. Il y a des choses vraiment intéressantes parce il y a beaucoup d'inspiration religieuse dans ce film. Et il y a une mise en scène critique de la figure messianique, de la figure du héros, de la figure du sauveur, qui est assez intéressante. Avec D'accord. cette espèce de thèse un petit peu que finalement les sauveurs, les héros, les hommes providentiels, les héros providentiels sont forcément des tyrans. Donc il y a une thèse un petit Ok. peu agressive quelque part, mais assez intéressante, je trouve. Il y a Euh, des philosophes qui soutenaient ça? je pense, j'ai pas d'exemple qui me viennent en Ouais, ça te tête, vient pas. mais
Mais la critique de l'homme providentiel, je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les sciences humaines Mm. à partir des années 50 notamment, parce qu'on Ouais. a l'effondrement des régimes totalitaires qui encouragent immédiatement ça. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête immédiatement, Ok. si j'en ai un, je te le donnerai. Sinon, dans ce que moi j'ai bien aimé, euh, Game of Thrones, c'était intéressant aussi parce que c'était assez réaliste. Effectivement, tous les environnements qui créent des univers sont chouettes, mais en fait, n'importe quel film, n'importe quelle histoire, finalement, se prête à une analyse. Alors, elle peut être plutôt sociologique, plutôt politique, plutôt philosophique, plutôt Mm. historique. Ouais. Ou psychologique, je sais plus si je l'ai dit. Mm. Mais ouais, il y a tout. Quand c'est bien fait, quand l'histoire est bonne et que les personnages sont crédibles, que l'ensemble est cohérent et qu'il y a une certaine imagination qui est au service, donc une certaine créativité, en général, il y a toujours quelque chose à en retirer. C'est pour ça aussi que ça plaît d'ailleurs. Ouais. Ok. Donc, tu as lâché l'info pour la première fois sur le chat, donc on vous la donne en exclusivité, même s'il y a eu quelques posts sur les réseaux sociaux depuis qu'on on le sait. Pas le prochain numéro de Sciences Humaines, mais celui d'après, sera une nouvelle formule dans lequel donc il y aura une chronique pop philo tous les mois. Voilà, mais on vous en dira un peu plus par la suite.